la première partie consacrée à l'actualité, le débat, comme on a sait, reçoit le premier responsable du parti politique Pacte Socialiste pour le Renouveau PSE, professeur agrégé de droit, Kamiolu déjà dans le mur. Bonjour professeur. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices et infiniment merci de m'avoir invité. Merci de répondre à notre invitation. L'actualité là se verdict dans le dossier dit Tigre Révolution. On a suivi partiellement ce qui s'est passé hier à la cour d'appel de Lomé. Après le jugement, la sentence a été prononcée ce matin vers 4 heures, on peut le dire. Et avec 10 ans pour certains, 20 ans pour d'autres. Votre première réaction? Vous savez, j'ai suivi, comme vous, le commentaire de l'avocat. Et je crois que ça ne m'étonne pas parce que, connaissant le contexte togolais, il ne peut s'agir que d'un procès politique. Vous savez, en matière de droit, donc en matière pénale surtout, il appartient au ministère public d'établir, sans aucun doute possible, la culpabilité du prévenu ou de l'accusé, si c'est devant la cour d'assises. Et on ne peut pas condamner les gens sur la base d'éléments légers. Mais connaissant le caractère du procès et connaissant le fonctionnement de la justice togolaise, et ça ne m'étonne pas trop qu'on en arrive à ces condamnations. Et j'espère que le chef de l'État prendra de la hauteur pour les faire sortir de prison, parce qu'il a ce pouvoir de gracier. Et je crois qu'il a un devoir moral pour le faire. C'est tout ce que je peux dire. Les chefs d'accusation sont complot contre la sûreté intérieure de l'État, de tentative de délit, de trouble à l'ordre public et groupement de malfaiteurs. Vous savez, je n'ai pas tous les éléments du dossier, mais je crois qu'on avait arrêté des gens ici avec des coupes-coupes, un certain nombre de choses. Et si c'est ce qui vaut ces condamnations, et je crois qu'il faut beaucoup réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir. Dans tous les cas, nous sommes dans un contexte politique et il faut trouver rapidement un traitement politique à cette question. Après 7 ans, le jugement est là, mais les cas des détenus politiques étaient quand même des sujets préoccupants aussi au sein du PSR. Et ça relance le débat sur les autres détenus politiques parce que selon d'autres acteurs politiques qui seraient au nombre de 93 aujourd'hui accroupis dans les geôles au Togo. Aujourd'hui, on peut dire que c'est le début d'un dénouement pour ces hommes. Peut-être le début, mais pour des gens qui sont jugés aujourd'hui après 7 ans d'incarcération, ça donne l'image de la justice togolaise, en réalité. Et on sait qu'après une très longue durée comme ça, et les éléments de preuve, les indices, peuvent commencer même par disparaître. Parce que et nous avons vu d'autres personnes qui sont restées en prison pour des affaires politiques jusqu'à ce qu'ils ne meurent. Et j'espère que tous ces éléments doivent interpeller nos autorités. Et ce n'est aujourd'hui un secret pour personne que notre pays n'est pas un état de droit, que notre justice fonctionne mal. Et je le dis sans en vouloir à personne particulièrement, mais les acteurs le savent, le chef de l'État le savent. Les autorités en charge de la justice au Togo le savent, notre justice est malade. Voilà. Ok. Vous qui enseignez le droit, où est-ce que ça cloche aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas des bons juges, des bons avocats, alors qu'ils sortent chaque fois des universités? Vous les encadrez aussi, vous? Vous avez parfaitement raison. J'ai l'habitude de dire parfois dans l'amphi que nous formons des étudiants qui sont des agneaux, mais certains d'entre eux peuvent devenir des magistrats loups. Et vous savez, on ne forme pas, nous à la fac, nous formons une personne sur le plan du droit.
Mais former de bonnes personnes, ce n'est pas la charge de la faculté de droit. Nous n'avons pas un produit pour former cela. Et on ne va pas jeter du discrédit également sur tous les magistrats du Togo. Il y en a qui sont bons, il y en a qui, je dirais, ce n'est pas qu'ils ne sont pas techniquement bons, mais préfèrent peut-être prendre des positions politiques. Regardez, je vous décris une situation. Le fonctionnement de la justice sur le plan pénal. Il y a les juges d'instruction qui sont considérés comme des juges indépendants. Il y a les juges du siège. Donc, ils sont aussi juges du siège, donc ceux-là qui prononceront, par exemple, le jugement, ils sont considérés comme indépendants. Il y a le parquet, donc le ministère public, les procureurs, qui, eux, sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Or, nos juges d'instruction, par exemple, presque systématiquement, attendent ce que le procureur dit pour prendre leur décision conformément à ce que le procureur dit. Presque toujours, c'est ce qui se passe. Or, le procureur lui recevra des instructions du gouvernement. Finalement, qui prend la décision? C'est le gouvernement. Et où se situe alors la séparation des pouvoirs? Ce sont des problèmes réels, ce que je dis. Donc ils ne sont pas réellement indépendants. Mais ils ont sacrifié leur indépendance. Disons-le comme ça. Ils ont sacrifié leur indépendance. Dans un pays que le pouvoir politique cherche à se subordonner le pouvoir judiciaire, bon, on dirait que c'est la politique. Que le pouvoir judiciaire lui-même l'accepte, ça devient un danger pour la population. Si le pouvoir judiciaire demeure correct, vous verrez que les hommes politiques même deviendront corrects. Mais si le pouvoir judiciaire, l'organisation à ce niveau, eux-mêmes, se laissent dicter des ordres par le pouvoir exécutif, eh bien, la justice ne marchera pas bien dans notre pays. Et parfois, je dirais que c'est parfois qu'ils agissent avec légèreté. Regardez nos prisons, des gens sont là depuis 10 ans qui ne sont pas jugés. Oui, et des gens sont là pour des oui ou des non. La présomption d'innocence n'existe plus alors que notre constitution l'affirme. Le principe, c'est la liberté, mais aujourd'hui, c'est l'incarcération qui est devenue le principe. Ceux qui m'entendent, ils savent de quoi je parle. Et je crois que les choses doivent changer dans notre pays. Les choses doivent changer. Il faut que la justice fonctionne autrement. C'est indispensable. Ok. Et ce qui est aussi à noter, c'est que parmi ces détenus-là, certains moments qui ont bénéficié de la largesse de la Cour, de la CEDEAO, qui avait prononcé des sentences demandant leur libération, mais aujourd'hui, ils sont aussi détenus. Le chien aboie, la caravane passe. Le Togo a accepté adhérer à la CEDEAO. On rend des décisions, le Togo, ça ne lui dit rien. C'est pour cela que je dis, nous ne sommes pas dans un état de droit. Un état de droit, c'est que l'État lui-même doit se soumettre aux droits existants. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et le chef de l'État le sait. Tous le savent. Et je crois qu'il faut revoir les choses. Et aujourd'hui, peut-être qu'on va aborder la question, on parle de 20 ans du décès du président Eyadema. Un jour, on parlera également du bilan du président Faure. Quel bilan veut-il laisser, ne serait-ce que sur ce point de la justice? Quel était l'état de la justice sous le président Faure? Ce seraient des questions sur lesquelles l'histoire s'interrogera à un moment venu. Voilà. Ok. Et le conseil l'a dit, Maître Fédian l'a dit que les preuves même des accusations contre ses clients ne sont même pas présentées hier au procès avant leur condamnation. Mais ce qui est là, c'est que le dernier recours pour tout citoyen dans un pays, c'est la justice. Mais si cette justice-là est malade aujourd'hui dans divers domaines, mais il faudrait qu'on ait des hommes quand même qui puissent dire la vérité un jour. Mais pour les autres détenus politiques, c'est vrai que le chef de l'État a accordé beaucoup de grâces présidentielles. On l'a vu dans ce pays, plus de 1000 personnes sans aucun détenu politique. Là aussi, est-ce qu'il faut le dire parce que ça crée vous savez, un problème entre vous et le gouvernement par rapport à la sémantique. Pourtant, parler des détenus politiques vient
des gens de délire commun, juridiquement, Vous savez, il existe aujourd'hui, est-ce qu'ils sont des détenus politiques ou bien des gens qui ont commis des délires? Il y a au moins deux conceptions Oui. de détenus politiques. Et chacun peut-être pourrait prendre Ce qui l'arrange. ce qui l'arrange. Ok. Dans le cadre du fonctionnement des institutions, il se peut qu'il y ait un délit qui soit commis en réalité dans le cadre du fonctionnement des institutions. On peut considérer ça comme un délit politique. Il est possible aussi que des délits de droit commun soient commis donc dans le cadre de ces activités politiques. Quand je dis activités politiques, peut-être par rapport au fonctionnement des institutions, des manifestations également, c'est aussi une conception des délits politiques. Donc si on met de côté, selon que l'on voudrait peut-être faire preuve d'une intransigeance absolue, on retiendra une conception restrictive des délits politiques. Et si véritablement on cherche l'apaisement, pourquoi ne pas peut-être aller dans ce sens? Dans tous les cas, si on veut les libérer, d'abord, si on veut leur donner la grâce, il faut les juger. Oui. Les juger et ensuite, après le jugement, le chef de l'État, s'il veut, il accorde la grâce. Et quand vous voyez la plupart de ces personnes qui sont en prison, en quoi est-ce qu'ils sont nocifs véritablement pour le gouvernement togolais? En quoi véritablement? Et que le chef de l'État ne pourra pas dire, bon, après 2 ans, écoutez, après 1 an, jugez-les, je leur accorde la grâce. Est-ce que cela ne contribue pas à l'apaisement? Et j'ai entendu dans le reportage qui a été fait tout à l'heure, le discours du ministre, que la politique du chef de l'État est fondée sur le besoin que le Togo soit réconcilié avec lui-même. S'il le dit, c'est qu'il sait que le Togo n'est pas réconcilié. C'est un aveu qu'il y a un problème. Oui, ce discours, c'est un réel aveu qu'il y a un problème au Togo. On y reviendra, et dans ces conditions, qu'ils prennent ces dispositions pour régler ce problème, de sorte que le Togo soit réconcilié avec lui-même. Le Togo n'est pas réconcilié. Voilà. Ok. On va évoquer maintenant les 20 ans de disparition du général Gnassingbé Eyadema. C'était le 5 février 2005. Demain, ça fera 20 ans et plusieurs activités sont organisées pour honorer sa mémoire, d'où ce colloque international hier à l'hôtel 2 février avec les professeurs venus du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des acteurs de la société civile togolaise pour honorer la mémoire de cet homme que le Togo a connu. Professeur Olu Komi, c'est vrai qu'on dise, il a marqué son temps, 38 ans au Togo. On a le droit aujourd'hui de se rappeler de lui. Oui, il a été président de la République. Et qu'on se rappelle de lui 20 ans après, cela paraît normal, légitime. Mais vous savez, on va laisser l'histoire à l'histoire, elle se fera. Si le président de la République, président Faure, n'était pas président, les tournures que prennent les choses aujourd'hui ne l'auraient pas pris. Ça, c'est une certitude. Laissons le temps à l'histoire pour que l'histoire lui-même se construise. J'ai suivi les reportages sur le plan, si vous voulez, international. Oh, oui. Ce sont des éloges. Ce sont des faits. J'ai entendu un présentateur dire que le président de la République a connu 3 présidents sénégalais. Est-ce que ce sont des éloges? Pourquoi ça se passe comme ça ailleurs et ça ne se passerait pas comme ça au Togo? Pourquoi? Nous sommes dans une république. Et pourquoi il ne s'est pas interrogé? Alors jusqu'au bout, il a connu 3 présidents sénégalais. Pourquoi est-ce qu'il a connu 3 présidents sénégalais et que cela ne serait pas possible au Togo? Vous parlez de l'actuel chef de l'État, Faure Gnassingbé. Non. Ah bon? Le président Eyadema. En son temps. En son temps. Et pourquoi cela n'a pas pu être possible au Togo? Allons au fond des analyses. Je crois qu'ils sont venus faire leur présentation dans un contexte donné, peut-être qui les empêche d'aller jusqu'au bout des raisonnements. Et cela peut traduire l'absence de démocratie dans son pays aussi.
Et il a œuvré pour l'instauration de la démocratie, de la paix, du vivre ensemble dans presque tous les pays africains. Et qu'en est-il de la situation au Togo? C'est une question fondamentale. Je ne le dis pas parce que je pourrais même dire que le président Yadema de son vivant, je l'ai connu. Moi, je fais une analyse totalement désintéressée. Ce qu'on nous a appris, le chef de l'État est venu au pouvoir parce que le Togo était au bord véritablement d'une guerre civile. C'est ce qui a été affirmé pour dire que la situation était mauvaise. Il n'y avait pas de cohésion sociale. Quand il partait à son décès, dans quelles conditions il a laissé le Togo? Ah, vous parlez de son héritage? Bien évidemment. Et il ne s'agit pas peut-être de bien commencer. Il a laissé la paix au moins. Il faut aussi bien finir. Regardez à son décès ce que le Togo a connu. Cela veut dire qu'il y a eu un problème. Si vous dirigez, vous deviez vous préoccuper de ce qui se passera à mon. Dans quelles conditions ou bien dans quel état je laisserai le pays que je dirige. Moi, ce sont des questions, ils ont donné des éléments. Je donne aussi des éléments d'appréciation. Et peut-être qu'il pourrait y avoir beaucoup de débats sur cette question. Je pose une autre question. Vous êtes journaliste, vous connaissez ces questions. Cette question de nation togolaise dont on parle. On parle des divisions souvent, des problèmes ethniques, etc. Mais il est même le père de la nation. On oublie ça pour l'instant. Ces clivages, ces problèmes ethniques, est-ce qu'ils sont toujours d'actualité, oui ou non? Ils sont d'actualité. Vous voyez des communautés... Ce n'est pas quand même une fabrication de vous, politiciens, cette affaire nord-sud, communautarisme? Quand vous prenez les affrontements parfois entre des communautés voisines, ce ne sont pas les politiques. Ou s'il y a politique, en tout cas, je n'ai pas encore vu un parti d'opposition qui ait été indexé. Cela veut dire qu'il y a des problèmes. Que faisons-nous pour régler définitivement ces problèmes? Rappelez-vous, lors des élections 2020, moi, dans mon projet de société, j'ai dit faire émerger une véritable nation. Et que faut-il faire pour cela? J'ai donné un certain nombre d'éléments. Si vous voulez, on pourrait un jour revenir sur décortiquer ces éléments. Il faut véritablement traiter le problème. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, quand nos partis avaient organisé un séminaire sur l'ethnie dans la politique ou bien dans la vie publique au Togo. Nous avions invité toutes les formations politiques à l'époque, y compris le parti au pouvoir. Nous avions invité, je crois, le CAR, nous avons invité, je crois, l'ANC, nous avons invité toutes les formations politiques. Et beaucoup ont reconnu que c'est un problème réel. Même dans nos formations politiques aujourd'hui, cette affaire d'activité aussi joue. Je parle de la vie publique. Regardez, quand on organise un concours aujourd'hui, que font les gens? Ils vont regarder les noms. Pour eux, c'est les noms par région que les gens regardent. Peut-être qu'ils ont tort. Peut-être qu'ils ont raison. Mais ce sont des problèmes réels à vouloir peut-être aborder. Et je crois beaucoup de gens. Moi, je suis l'homme de la rue, je le sais. Ils pensent que le président Yadema, quand il a été au pouvoir, par exemple, c'est développer le Nord au détriment du Sud. Mais toutes les fois que les gens vont dans le Nord, mais ils sont stupéfaits en disant que cette affirmation n'est pas vérifiée. Cette affirmation n'est pas vérifiée. Donc c'est une intention qu'on lui prête. Mais cela voudrait dire que c'est une situation de développement économique ou bien social dégradée de façon générale. Et ce n'est pas moi qui le dis. Je crois qu'un membre du gouvernement avait déjà une fois à dire que le président Faure n'a pas hérité d'un pays dans une bonne situation, dans un bon état. Je crois qu'ils l'ont dit. Si le président Faure n'a pas hérité d'une bonne situation de notre pays, à quoi cela est dû? À qui cela est dû? Donc ce sont des éléments objectifs d'appréciation. Oui. Donc, selon vous, n'a-t-il pas laissé un héritage durable pour le Togo? Vous savez, on ne peut pas faire 38 ans et dire que la personne n'a rien fait. Il faut mettre les choses sur une balance. Et je dis sur le plan, par exemple, de son héritage idéologique. Parlons, par exemple, de ça. Est-ce que ce n'est pas cette conséquence que le Togo subit jusqu'à présent du fait que nous n'avons pas de démocratie réelle dans notre pays? Ok.
Ce sont des éléments d'appréciation. Et on peut le démontrer. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi que par rapport à ces manifestations, parce que si le chef de l'État actuel n'est pas de la famille Gnassingbé, les événements ne prendraient pas cette tournure aujourd'hui. Là, ça rappelle certains Togolais qui disaient pourquoi le premier président du Togo ne bénéficiait pas aussi de ces manifestations. Soit 2 ans après son assassinat en janvier dernier, on a vu que ça s'est résumé seulement sur quelques amis de Ablodé. Donc ça fait dire que Sylvanus Olympio n'est pas dans la même enseigne que Gérald Ayadema. Je crois que l'histoire parfois récente et politique dépend de ceux qui le font. La version des vainqueurs ne serait pas la même s'ils étaient vaincus, s'ils étaient les vaincus. Donc, si par exemple le chef de l'État actuel n'était pas au pouvoir, cet engouement pour les 20 ans, on ne le connaîtrait pas. Il était possible qu'on procède simplement à des prières, à des recueillements, et ça pourrait s'arrêter là. Ça pourrait s'arrêter là. Je crois que parce qu'ils sont au pouvoir, et ils présentent les choses d'une certaine façon pour le moment, et c'est pour cela que je dis, laissons de façon objective que l'histoire même se fasse. Ces questions pour moi c'est parfois du folklore. Il est légitime qu'on puisse se souvenir de lui en tant que président de la République, mais je ne crois pas qu'il faille aller au-delà pour faire en tout cas certains. Voilà, c'est ça. Et dans la commémoration de ces 20 ans de disparition, le ministre en chef de l'administration territoriale avait même demandé aux organisations religieuses, au couvent, même d'organiser des messes pour le repos de l'âme du président Eyadema. L'apothéose c'est demain 5 février. On va évoquer maintenant. Mais si c'est en sa qualité de président de la République, faisons-le à tous les présidents de fin. Ok. Oui, c'est pour cela que je dis, la version dépend, ou bien l'histoire dépend de ceux qui la font. Et c'est parce que le président actuel est au pouvoir que les choses se passent comme ça. Voilà. On va évoquer maintenant l'état de santé politique de votre formation politique, le PSCR. En ce mois de janvier, le mois de janvier dernier, on a appris que vous avez effectué votre rentrée politique. Vous avez injecté de nouveaux sang dans votre bureau national. Comment vous vous portez au PSR, vous, vos militants et le parti? Vous le savez, nous avons toujours fait une distinction entre nos difficultés sur le terrain et nos valeurs. Parce que relativement à nos valeurs, c'est une certitude, le Togo ne peut pas avancer sans les valeurs que nous incarnons. C'est une question de temps. Et de ce point de vue, nous nous en réjouissons. Mais sur le terrain, c'est vrai, nous avons de réelles difficultés que je n'ai jamais cachées. Pour faire de la politique, il faut des moyens. Malheureusement, nous sommes dans un système tel que les moyens financiers. Surtout, parce que quand vous avez ces moyens, si vous avez parfois des idées, vous ne parvenez pas à les mettre en œuvre, faute de moyens, c'est déjà un blocage sérieux. Et les gens psychologiquement ont des problèmes. Et vous savez, le contexte dans lequel nous avons vécu, je parle de le régime à parti unique, toutes les évolutions que nous avons connues, ces évolutions font que quand les militants sont là, ils pensent qu'on vient parfois dans le parti pour gagner quelque chose. Et il y a un modèle où certains qui, effectivement, sont dans des formations politiques pour pouvoir gagner. Et quand les gens comparent cela par rapport à vous qui souffrez, et on leur demande de cotiser, ce sont des difficultés. Il faut une transformation des mentalités. Malheureusement, ça fait partie de cet héritage où cette mentalité des Togolais n'est pas dans cette logique de pouvoir construire ensemble, mais malheureusement, on vient dans une formation politique pour gagner. Voilà. Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé à retoucher un peu le bureau national? Vous savez, au niveau de notre bureau national du parti, il y a 2 postes électifs. C'est le secrétaire national et le porte-parole. Pour les autres, en réalité, vous pouvez à tout moment réaménager en fonction des besoins. Et c'est ce que nous avons fait pour pouvoir renforcer le bureau et permettre une meilleure implantation également du parti. Dans le temps,
on avait un responsable chargé de l'implantation. Oui. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Donc, de façon autonome, fragmentée sur l'ensemble du territoire. Ce n'est qu'un exemple par rapport à la formation. Et le PSC était un parti qui faisait beaucoup de formations. Ces dernières années, nous n'avons plus fait. Il était nécessaire également de redynamiser ce secteur, de placer des personnes en mesure de reprendre ces formations comme il se doit. Et aussi, j'ai eu à parler des difficultés financières. Que faire pour que la base soit totalement maintenant impliquée et en tout cas qu'on fasse cette transformation des mentalités, que les gens parviennent à cotiser. Je leur disais, un sac de maïs, peut-être ici, tous ensemble, personne seul ne peut le soulever. Mais dès lors que nous prenons des seaux de 15 kilos, rapidement nous pourrions le faire. Donc c'est l'image de cette contribution qu'il faut pour que nous puissions mieux trouver nos moyens pour affirmer davantage nos valeurs et nous préparer pour l'avenir. Ça veut dire que l'année 2025 s'annonce rude au niveau du PSR. Ça veut dire que vous avez un agenda bien concocté pour cette année. Bien évidemment, nous ferons beaucoup d'activités et vous le verrez dans les prochains mois. Vous mettez au cœur de vos activités la jeunesse, professeur Olukomi. Oui. Vous pensez aujourd'hui que cette jeunesse, comme dans les années 90, peut encore faire parler d'elle? Il n'y a rien qui se fasse de façon durable sans une contribution sérieuse de la jeunesse. Parce que de toute façon, c'est la grande partie de la population. C'est à eux qu'appartient l'avenir. Ils ont l'énergie nécessaire. Maintenant, il leur faut la détermination et une mentalité qui permettent vraiment d'agir. Et c'est pour cette raison que nous devons continuer par parler à cette jeunesse. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, c'est chacun pour soi. J'ai l'habitude de dire que si moi je devais prendre le pouvoir, ou bien si j'étais autorité de ce pays, j'allais instituer un service militaire. Ou tout obligatoire. Ou si ce n'est pas pour une formation militaire, il faudrait que ce soit une période où on forme les gens à la chose publique, en quelque sorte. L'appartenance à une communauté. Pour quelle fin? Pour que nous soyons véritablement, qu'on devienne une nation. On ne l'est pas. On ne l'est pas. Pour que les gens sachent que ce n'est pas ma seule position qui compte. Aujourd'hui, c'est comme si chacun protège sa tête. Chacun se cherche. Chacun se cherche et ce qui est l'intérêt général. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait cet intérêt général? Ça n'existe pas. Vous pensez qu'on parle aussi du patriotisme. Mais il faudrait une formation pour cela. Quand ceux qui vous dirigent ne donnent pas l'impression qu'ils aiment leur pays, comment voulez-vous véritablement que les jeunes soient véritablement sensibilisés à l'action publique? C'est un travail qu'on devrait tôt ou tard faire. Montrer aux gens que nous n'avons pas deux pays, nous n'avons qu'un seul pays, le Togo. Et sur le plan international, c'est une concurrence évidente. Mais il faudrait que nous nous sentions togolais, que nous puissions œuvrer pour cela. Que, même que je vienne peut-être des lacs, ou que je vienne de Sokodé, que je vienne de Dapao, je suis avant tout togolais. Et avoir une vision holistique de l'ensemble du territoire et savoir qu'est-ce que nous pourrons faire pour souder ce ciment qui puisse nous permettre d'avancer ensemble. Il faut transformer les mentalités. C'est un travail qui prendra du temps, mais il faudrait un jour le commencer. Et vous l'avez commencé depuis au PSR par des formations, mais vous insistez souvent sur les valeurs que doit avoir un citoyen togolais que nous devons défendre rapidement. Quelles sont ces valeurs qui vous sont chères au PSR? À chaque fois que vous sortez au cours de vos formations, vous ne cessez de les marteler. Vous voyez, on ne peut rien construire de façon sérieuse sans l'intégrité. Quand je dis l'intégrité par rapport à la chose publique. Aujourd'hui, vous voyez ces questions de détournement. Des gens qui n'ont fait que servir l'État et qui sont des multimilliardaires. Dans nos sociétés, ce qui n'est pas à toi, on ne le prend pas. Ce sont des valeurs. Les questions de solidarité. Il faut tout faire pour que je vais dire, les pauvres puissent se sentir également à l'aise. Très souvent, nous prenons notre orange, notre symbole, pour illustrer véritablement ces valeurs. Vous voyez, une orange est formée de plusieurs quartiers. Ce sont les composantes de la nation. Vous voyez comment ces quartiers sont soudés. C'est comme ça
nous devrions être soudés pour pouvoir bien construire notre pays. Et nous avons dit également que quand vous travaillez ensemble et que finalement vous parvenez à récolter quelque chose, il faut une distribution équitable. Aujourd'hui, vous voyez l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres. Ce n'est pas normal. Et il faut travailler, se rappeler des générations futures. Si nous endettons sérieusement notre pays, ceux qui viendront après, qu'est-ce qu'ils feront? Vous voyez, ce sont des questions fondamentales. Et nous pensons que si on ne tient pas compte de cela, le bien-être partagé de tous et de par tous, et c'est un travail vain. Vous voyez des statistiques, souvent dire que le Togo, ceci. Concrètement, quel est l'impact dans la vie des citoyens? Pour moi, ce ne sont pas ces statistiques, mais ce que vivent les Togolais concrètement, c'est ça mon problème. Est-ce que le chef de l'État se pose ces questions? Ou bien se contente de ces statistiques et on dit croissance, etc. Sans impact sur la situation des Togolais, c'est un travail vain. Je ne cherche pas à faire du folklore pour pouvoir montrer aux gens que voici mes chiffres, etc. Je veux voir comment vivent les Togolais. Voilà. Ok. Madame, monsieur, nous sommes avec professeur Olu Komi, secrétaire national du PSR, Parti Socialiste pour le Renouveau. Professeur, c'est la campagne pour les sénatoriales. C'est démarré depuis le 30 janvier. On en a pour 3 semaines. Pourquoi vous êtes absent à ces élections? D'abord, une première raison. Quand vous voyez par vous-même qui sont ceux qui sont électeurs, ce sont déjà les conseillers régionaux et les conseillers municipaux. La plupart sont unis. Je n'irai pas négocier pour leur dire de voter pour moi, sachant que de toute façon, on ne sera pas élu. Ça suffit pour que je dise que ce n'est pas une raison pour moi, et ça suffit pour que nous n'allions pas à ces élections. Quand vous avez vu la façon dont les élections législatives se sont également passées, c'est suffisamment décourageant. C'est suffisamment décourageant pour qu'on prenne un peu de recul ou qu'on puisse réfléchir. Ça, ce sont des questions que je pourrais considérer comme déterminantes. J'ai, moi, des raisons personnelles aussi que je peux avancer. Moi, je ne suis pas favorable au Sénat. Je l'avais déjà dit lors des élections présidentielles. C'est un gouffre financier. Normalement, je ne parle pas en ce moment de la position de mon parti. Je parle pour l'instant de ma position. C'est un gouffre financier. J'avais suggéré qu'on supprime le Sénat, qu'on prenne une partie de ces moyens pour renforcer l'Assemblée nationale. Nos députés sont là-bas aujourd'hui. Parfois, on leur demande de voter. Ils votent des choses qu'ils ne comprennent pas. Si on entourait ces députés de réelles équipes, composées de juristes, de philosophes, d'économistes, de gestionnaires. Avoir un cabinet digne de ce nom. De ce nom, à la disposition des groupes parlementaires. Malheureusement, aujourd'hui même, on en a peu. Ça fait honte pour le Togo, en réalité. Le régime ne doit pas s'en réjouir. Le régime ne doit pas s'en réjouir. C'est une honte pour le Togo. Récemment, j'ai croisé un collègue à l'étranger qui me dit « Ah, nous avons suivi ces résultats. » Il me dit « Professeur, ne vous inquiétez pas, personne à l'extérieur nous croit à ces résultats-là. Il n'est pas togolais. Personne à l'extérieur nous croit à ce qui se passe dans votre pays. On sait que c'est une mascarade. » Vous voyez. Et donc ça n'honore pas le Togo. S'il y avait ce groupe parlementaire, on mettait à leur disposition des gens compétents, même si c'est une quinzaine, vingtaine de personnes qui sont payées par l'État pour entretenir ces députés. Lorsqu'ils doivent prendre une décision, qu'on les éclaire sur le plan éthique, quelles sont les conséquences, sur le plan philosophique, sur le plan économique, social, on ferait avancer les choses. Nous aimons trop du folklore et parfois ça m'énerve. Professeur, c'est le moment de marquer la pause pour servir les annonces. On va revenir pour les 20 minutes de cette émission. Madame, monsieur, nous sommes avec le numéro 1 du PSR, professeur Olu Komi. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin Audi Actu, c'est du lundi au vendredi de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Auditeur actualité, nous sommes avec professeur Olu Komi, secrétaire national du Pacte socialiste pour le renouveau. Nous étions sur les élections sénatoriales annoncées pour le 15 février prochain. Pour notre invité,
on n'a pas besoin du Sénat, c'est une initiative budgétivore. Il faut surtout renforcer la compétence de l'Assemblée nationale des élus aujourd'hui pour bien prendre des décisions en faveur de notre pays, le Togo. Mais vous avez vu, professeur Olukomi, que vous l'avez compris au PSR, et la même compréhension, c'est aussi avec vos militants, hein, parce que... Non, j'ai dit clairement que les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas allés aux élections. Et j'ai donné ma position personnelle par rapport au Sénat. Donc j'ai fait la part des choses, ma position par rapport au Sénat. Le moment viendra encore où le débat sera relancé au sein du parti. Et moi je le dis ouvertement, s'il était possible de supprimer le Sénat, il faut le faire. Et concentrer les moyens à mieux équiper l'Assemblée nationale, à les doter d'une équipe solide, donc chaque groupe parlementaire. Parce que ailleurs, on aurait pu le faire député par député, mais on ne peut pas faire ça comme ça. Mais au moins que les groupes parlementaires soient entourés de cadres compétents sur tous les plans, qui puissent les éclairer, de sorte que ceux qui prendront les décisions au nom du peuple, en réalité voter des lois, le fassent en connaissance de cause. Il y a certains de vos camarades qui participent à ces joutes électorales. Malgré tout ce qui se dit, vous le comprenez? Vous savez, chaque formation politique a sa ligne, a ses considérations, et ceux qui veulent participer aux élections sont libres de le faire. Donc, à eux de savoir les raisons pour lesquelles ils le font. Donc, je n'ai pas à les juger. Voilà. Où en êtes-vous avec le combat contre la nouvelle constitution? Parce qu'on a vu que dès les premières heures, vous étiez vent debout contre ce nouveau test. Mais progressivement, c'est comme si vous avez disparu du radar. Non, ce n'est pas que nous avons disparu. Quand vous regardez par vous-même, nos positions ne changeront rien s'il n'y a pas une réelle mobilisation populaire. Est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour cette mobilisation? J'ai l'impression que non. Ok. Mais cela ne veut pas dire que nous avons accepté. Il est probable, je dis bien qu'il est probable, que cette constitution nous soit appliquée. Puisque dès lors que vous êtes dans ce pays, sur la base de cette constitution, on va peut-être former un autre gouvernement. Le président du conseil, vous êtes là, ces personnes vont signer, prendre des décisions, etc., qui vous seront appliquées. C'est-à-dire que nous allons vivre probablement donc cette constitution. Cela ne veut pas dire que nous l'avons acceptée. Et puisque pour l'instant nous ne pourrons rien, on nous l'appliquera, mais nous espérons que le moment venu, un autre jour, il y aura un moment où on reviendra. La constitution n'a pas vocation à être éternelle et qu'on pourrait revenir encore à un régime présidentiel. C'est possible. Et donc, nous espérons que ça va venir. Et vu l'état actuel de l'opposition, est-ce que vous comptez qu'on aurait une synergie d'action un jour pour renverser les choses au niveau de l'Assemblée nationale? Parce que ça va partir de là. C'est largement souhaitable. C'est largement souhaitable. Mais relativement à sa réalisation, je ne peux donner aucune garantie. Parce que je ne le cache pas, moi-même, parfois, je suis déçu. Très déçu de ce qui se passe au sein de l'opposition togolaise. Trop déçu de ce qui se passe. Et donc, et j'espère qu'un jour les choses vont changer, soit avec nous, soit avec d'autres personnes, pour que les choses se fassent autrement. Déçu à quel sens, professeur Olu? Mais je suis déçu parce que cette unité d'action au sein de l'opposition togolaise, on ne parvient jamais à la voir. Et sur des choses qu'on peut considérer comme essentielles, élémentaires, le respect de la parole donnée. On donne la parole aujourd'hui, demain on fait autre chose. Et quand on est dans cette logique, écoutez, ça devient totalement difficile. Et parfois, quand vous-même vous suivez les réseaux sociaux, les partis politiques de l'opposition attaquent moins le régime que la rivalité entre eux. Comment les militants s'insultent ou bien insultent les dirigeants. Mais si vous pensez qu'un dirigeant politique de l'opposition n'est pas capable, écoutez, mettez-le de côté, prenez la responsabilité, faites ce que vous pouvez faire. Et ce que j'ai constaté avec regret, ce sont ceux qui surtout ne font rien qui insultent le plus. Et c'est dommage. Vous détruisez sans construire. Si on veut détruire,
on veut déstructurer quelque chose, il faut déstructurer et ensuite, dans l'objectif de construire. Les gens détruisent sans construire. Pourquoi en est-on arrivé là, comme on dit? Je peux penser peut-être que vous voyez tout le temps qui a été passé au sein de l'opposition et qu'il n'y ait jamais eu alternance, les gens sont déçus. Et pensent maintenant que la responsabilité, c'est plutôt du côté de l'opposition et non pas le régime qui est en place. Et si je vous le dis, moi je parle par rapport à ce que je vis, être dans l'opposition au Togo, et c'est un sacrifice. En tout cas, ce que moi je vis, c'est un très lourd sacrifice. Mais malheureusement, les gens ne savent pas ce que vous vivez et ce sont eux qui vous insultent à tout moment. Et ça aussi, c'est dommage. C'est décourageant. Le PSR a fait partie de plusieurs regroupements de l'opposition dans ce pays. Aujourd'hui, êtes-vous prêt à faire une nouvelle aventure? Selon ce que vous dites. Les discussions sont en cours, mais je dirais que les réflexions continuent. Et c'est possible. Mais dans quel délai, je ne pourrais le dire. Pourquoi je dis que ce serait possible? Peut-être que c'est probablement la seule voie qui vous reste aujourd'hui. Pas qu'il nous reste pour qu'il puisse avoir une action d'envergure. Si chacun reste dans son coin, surtout avec des moyens limités, si j'avais les moyens nécessaires, les moyens financiers nécessaires, moi je suis persuadé que le PSR aurait pu tout seul transformer beaucoup de choses dans ce pays. Malheureusement, on n'a pas ces moyens. Donc, il faut un minimum de concertation pour pouvoir faire avancer. Ok. Vous avez fait une croix sur le sénatorial. Qui des prochaines locales au PSR? Donc, pour les prochaines locales, je crois que, sauf accident, on devrait y participer. Et de façon déterminante d'ailleurs. C'est la démocratie, je peux même dire, à la base. C'est fondamental, c'est indispensable. Ok. Oui. C'est le moment de laisser le soin à ceux-là qui nous suivent sur la 96.3, également sur le 903 Canal Plus, bien sûr le www.victoirefm.com. Et c'est M. Gado qui ouvre le bal. Bonjour, M. Gado. Bonjour, Judas. Bonjour. Professeur, bonjour. Bonjour, M. Gado. Professeur, Jean-Simon dit-nous quelque chose. Est-ce que les élections peuvent sortir le Togo de tous ces problèmes? Moi, je dis non. Regardez, plein d'élections, les résultats ne sont pas crédibles. Franchement, les résultats ne sont pas crédibles. Même si on dit que l'opposition n'est pas organisée, si les élections prennent trop, on aurait une solution, ça c'est vrai. Bon, les élections sont mal préparées et l'NPD finit plutôt non ce qu'il veut. Même l'ambassadeur des États-Unis a dit de rencontrer le roi. Moi, notre problème, les élections ne peuvent jamais résoudre le problème parce que vous ne pouvez jamais vérifier les résultats. Maintenant, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-nous ce qu'on peut faire. Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, M. Senghor. M. Gado, lui, il est à l'embuscade. Senghor, bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour. Je salue le grand frère Olou. Bonjour. Bonjour. Voilà. Bon, monsieur Olou, vous venez de dire que c'est ça qui m'a incité à appeler ce matin, vous posez cette question. Bon, vous venez de dire dans quel cas il y a de mal laissé le Togo. C'est vrai. Lui-même, en tant que papa, il s'est élevé un jour pour dire qu'après lui, le Togo sera en arrière. Mais est-ce que vous ne voyez pas, monsieur Olou, que l'opposition togolaise plutôt, y compris vous-même, vous avez contribué l'échec de cette nation? Pourquoi je dis ça? Monsieur Olou, vous avez participé à l'élection 2020 avec le monsieur Adéomé Kodo aujourd'hui, fait à son nom. Mais quand les problèmes étaient venus, tout ce monsieur-là, par-ici, par-là, les convocations, tout ça là, mais l'opposition togolaise avait, ça veut dire que c'était un silence absolu. Personne n'a réagi. Au moins dire que, on ne peut pas se taire, parce que la personne veut la tenance. Mais Olou, comment vous pouvez quand même parler ce matin dans cette situation? Ok. Merci aussi, M. Senghor. 92 02 80 63 99 70 70 90, les deux codes d'accès pour participer à cette émission qui reçoit professeur Olou Komi.
secrétaire national du PSR. Kokou, bonjour. Oui, bonjour, tonton. Bonjour, Kokou. Non, moi, je suis là juste pour féliciter le professeur pour ses explications. Et maintenant, je les exhorte à ceux qui voient les autres opposants qui sont ensemble pour que nous soyons libérés dans ce pays. Parce que tout est problème. Il n'y a pas de voix, il y a des jeunes sans emploi. Problème partout. Donc je les exhorte à ce qu'ils voient les autres pour qu'ils soient ensemble, que le Togo soit libéré. Ok. Merci beaucoup. Et on va prendre le dernier. Mon cher ami Waris, bonjour. Alors, bonjour mon frère Mijidas. Et ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps. J'ai seulement décidé de rester dans mon coin et observer l'intervention des autres. Ok. Merci beaucoup. Je salue notre cher invité. Je ne sais pas qui ça dit, mais... C'est le professeur Olou Komi. Ah, c'est président secrétaire national du PSR. Ok. Bon, je ne sais pas si son parti participe à cette élection sénatoriale. Non, les PSR ne sont pas... Le PSR ne participe pas au sénatorial. Mais quand même, j'ai une question pour lui. Oui, rapidement. La campagne sénatoriale a déjà commencé il y a déjà 3 jours, quelque chose comme ça. Comment est-ce que ça va se faire? Sachant bien que c'est les grands électeurs qui vont voter, les sénateurs, ça va se faire comment? Est-ce qu'on va rassembler les conseillers municipaux et les conseillers régionaux quelque part et leur dire quoi? Bon. Alors Monsieur Waris, il n'est pas là pour nous parler de comment la campagne va se dérouler. Je pense que les candidats vont aller auprès de ces grands électeurs-là et dans chaque préfecture, ça s'organise. Merci beaucoup à vous, Waris, d'avoir participé. Professeur Olou, on revient avec les interventions pour M. Gado. Il est toujours dubitatif sur les élections. Est-ce que les élections vont résoudre le problème? Je crois que la position de M. Gado, c'est celle de la plupart des Togolais. C'est ce qui complique vraiment le travail. Parce que les Togolais, maintenant convaincus que les élections ne peuvent pas changer les choses, s'abstiennent de voter. C'est dangereux. Très, très, très dangereux. Et vous voyez des faibles taux de participation, ce qui voudrait dire finalement qu'on s'enfonce davantage. Et en ce moment, le régime pourrait gagner dans la transparence, puisque si on laisse 10 Togolais, 7 refusent d'aller voter parce qu'ils ne croient plus aux élections, les 3 du régime iront voter. Cela s'est confirmé lors des dernières effectivement. Régionales. Donc c'est qu'il faudrait peut-être travailler et faire prendre confiance que tout peut également se faire par les élections. Mais si c'est une mobilisation générale, comme je le dis, dans les urnes, un peu partout, non seulement nous votons, mais nous restons là pour véritablement défendre. Le vote aussi. Le vote, il faut que ce soit un phénomène, un sursaut d'orgueil national. Un sursaut d'orgueil national. C'est à cette condition que nous pourrons changer. Si ce n'est pas le cas s'agissant d'une formation politique, si on ne passe pas par les élections, de quels moyens disposons-nous? Okay. Vous voyez. Okay. Pour Senghor, c'est vrai que vous l'avez dit que le Togo actuel est l'héritage laissé par Yademé, mais pour lui, l'opposition aussi avait contribué à ce qu'on arrive à ce stade-là. Il a évoqué le cas du regretté Albono Kodio. Pour lui, dans un moment difficile, il était laissé seul. Vous ne l'avez pas soutenu. Vous savez, beaucoup de gens parlent des choses, peut-être parfois dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Quand les problèmes ont commencé, nous, au moins dans un groupe de l'opposition, nous nous sommes retrouvés, nous avons fait des réunions pour savoir ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Monsieur, à son âme, le Premier ministre Agboumé était venu chez moi quand les choses ont commencé dès le début. C'est moi qui suis allé le premier chez lui. Ensuite, il est venu chez moi. J'avais insisté pour que ce soit moi qui vienne. Il a dit non, il se déplace. Il est venu avec une équipe. On a discuté, pris un certain nombre de choses. Et on dit souvent que les deux fonds sont au lieu de la vérité. Si ce que je dis est faux, il m'écoute en réalité. Mais ce sur quoi on s'est entendu pour dire, ok, dorénavant, il faut qu'on fasse comme ça. Quand le président Abdelhamé, le Premier ministre, président de son parti est sorti, mais
c'est totalement une autre voie qu'il a empruntée par rapport à ce que nous sommes dit, la façon. Comment voulez-vous que moi, un chef de parti politique, je vous dis que je veuille faire quelque chose avec eux, on va me mettre devant les faits accomplis pour que je suive simplement. Ce que je vous dis, c'est une pure vérité et de l'exil. Il m'a envoyé parfois des messages. Je lui ai répondu aussi par des audios. Pour un concours, lui, il est revenu sur l'unicité d'action de l'opposition. Il faut que vous soyez ensemble pour largement souhaitable. Le chômage des jeunes et autres là. Effectivement. Dernier sujet rapidement, le Togo n'écarte pas cette envie-là de rejoindre un jour l'AES. Vous avez écouté cette déclaration de notre ministre des Affaires étrangères, professeur Robert Doucet, qui a suscité beaucoup de tollé. Un mot sur cette déclaration rapidement. Écoutez, ce n'est pas ce qui nous fera sortir de nos difficultés de tous les jours. C'est la bonne gouvernance. C'est un changement de mentalité. Et que ce qu'ils font actuellement, ils peuvent même adhérer à je ne sais quoi. Ça ne changera rien à notre situation s'ils ne changent pas leur façon de faire. Voilà. Votre mot de fin? C'est de dire aux Togolais que c'est compliqué, mais nous ne devons pas désespérer. Nous devons continuer cette lutte et je suis sûr qu'à un moment donné, nous réussirons. Et que le Seigneur bénisse le Togo. Merci beaucoup, professeur agrégé de droit, Olu Komi, secrétaire national du Parti socialiste pour le renouveau, d'être venu nous éclairer dans cette émission Auditeur Actualité qui s'achève ainsi. La mise en onde était l'affaire de Kokou le Parisien, Enjoy Allah. Comme d'habitude, était sur la page Facebook de la radio. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée chez vous à 9h. Anani Kopi Vigirakou et Mathias Mauto TP retour pour le journal à 9h. Merci beaucoup de nous avoir fait confiance. Restez câblés sur la chaîne de la